Salut lesbiennes, Gwyn, Goudou, Dykes, autres et alliés, fidèles et nouvelles venues dans The Railroad et bienvenue dans ce 14e épisode, saison 1. Reprise du contexte depuis l'intro de l'épisode précédent et mon passage chez Colline, Cécile et leurs enfants qui a découlé sur le 13e épisode. En ces 10 premiers jours d'août 2021, je réalise 6 interviews dans 4 départements différents et je parcours environ 480 km pour les recueillir. Suite aux 24 heures de move en famille et de boulot finalement, avec le tournage du témoignage de Cécile, je décide de faire une coupure avant d'aller à Dijon et je retourne à l'étang. Alors coupure en termes d'interaction humaine en tout cas, puisqu'au programme j'ai quand même du boulot, mais aussi la volonté de prendre le temps de me reposer dans un environnement paisible et de faire un minimum de sport dont j'ai moralement et physiquement envie autant que besoin. Ça fait 2 mois que je dors principalement dans le van, soit 75 cm de large avec un plafond à 60 cm, où je dors dans des lits à droite à gauche et physiquement c'est un peu rude. Un peu rude, je suis éclatée. Mon corps ressemble à la fin d'une partie de Tetris, tu sais ce moment où ça marche plus quoi, et que tu loses. Aussi la plupart du temps je suis assise dans des postures mal adaptées sur la durée, pour bosser la web-série ou pour rouler d'interview en interview. Je marche pas suffisamment, je fais pas assez de sport, malgré l'envie et les besoins physiques ou mentaux, parce que je priorise le taf, ce qui par endroits, je te l'accorde, est sacrément contre-productif. Vaste sujet. Bref, je suis pas dans ma meilleure forme, mais quand même plutôt heureuse d'avoir écouté jusqu'ici 13 personnes depuis le lancement du projet. Une chose qui s'ajoute au fait que j'ai du mal à créer des espaces de décompression efficaces pendant ces 3 mois de tournage de l'été 2021, c'est que j'ai toutes les affaires essentielles pour réaliser The Railroad dans mon van de 1998. Le matériel photo, vidéo, informatique, un générateur portable d'électricité, le disque dur externe avec les interviews, prendre soin dans un petit boîtier du témoignage des gens, quoi. Hashtag grosse presse. Et les affaires personnelles du quotidien. De fait, pendant le road trip, je m'éloigne jamais bien loin du van, j'ai toujours plus ou moins un œil dessus, sauf quand je suis dans une configuration rassurante ou que j'ai le gros du matériel avec moi. Dans mon cas, c'est une configuration qui a pris beaucoup de place en termes de charge mentale et j'ai rarement, never, wesh, jamais coupé avec ce que je considérais comme un impératif et sur la durée, c'était usant. Plus de matos, plus de The Railroad, plus de van, plus de The Railroad. Bon, après, tu me diras aussi, plus de santé mentale, plus de The Railroad. Ouais, bon. Encore une fois, ce sont des détails, mais ce sont exactement tous ces petits détails cumulés qui font que si tu as envie de te lancer, plus tu auras d'infos de ce type pour te préparer, plus tu seras à même de vivre un bon road trip, de faire face aux imprévus propres à ce type de voyage, et plus particulièrement donc sous l'angle que j'aborde et qui me concerne, à savoir un road trip en solo, en tant que meuf blanche valide, sur mon territoire d'origine et avec un objectif de travail dans un des plus petits vans du marché. Et donc, mardi après-midi, je me pose sur un des parkings en bordure d'étang en essayant de trouver une place à plat, à l'abri des bruits autres que ceux issus de la nature environnante que vous avez pu entendre dans l'épisode 13, à l'abri des regards aussi pour un peu de privacy, histoire de pouvoir laisser les portes ouvertes parce qu'il fait enfin très chaud sous le soleil. J'ai pas méga bien dormi, j'ai eu très chaud je crois, et puis je pense que le van était penché donc j'ai mal au dos. Je peux difficilement parler de réussite là, j'avoue. Bon, au final, la journée s'avère un peu plus agitée que ce que j'avais prévu, vu qu'en réalité, en fait, je me suis postée sans le savoir sur le parking de la piscine municipale en plein été, donc forcément, il y avait un bruit et des va-et-vient quasiment toute la journée. D'ailleurs, quand je me suis enfin octroyé le droit de laisser le van et d'aller décompresser à la piscine, je suis arrivée avec mon petit baluchon d'affaires, là, j'avais mis 24 heures à me convaincre d'aller mettre à poil à la piscine municipale, et là, je prends un désolé avec les restrictions sanitaires, on est complet, quoi. Je suis retournée bosser quoi, le karma. Pendant ces 36 heures de parking, je reprends contact avec Dorian qui proposait son témoignage pour The Railroad. Lors du tournage de cette première saison, une fois que je validais une participation, les rendez-vous se prenaient dans un laps de temps particulièrement réduit qui allait de 1 heure à 48 heures avant le tournage. À ce moment-là, j'ai pas encore décidé de mon heure de départ précise le lendemain et je tiens Dorian au jus de mon évolution afin qu'on puisse composer avec ses plans et les miens. Comme la plupart qui participent à cette première saison, elle est carrément arrangeante, elle comprend que je suis au taquet, que je gère tout, que je suis fatiguée aussi, et que je ne suis pas en fait en mesure de lui dire précisément quand je serai disponible. Elle me répond qu'elle comprend et qu'elle s'adaptera parce qu'elle est dans une période plutôt tranquille, et elle me précise aussi que vu que c'est elle qui m'a contactée, elle est d'autant plus à ajuster pour pouvoir m'arranger.
pépite. Mine de rien, la bienveillance des gens, ça détend. Le jeudi 12 au matin, après une nuit courte et agitée sur le parking, un réveil en fanfare trop tôt avec une caisse qui se gare à côté de mon van avec la musique à balle. Je me ressource une dernière fois auprès des animaux et de l'étang, puis il est temps d'envoyer la cadence, aération du van, petite douche en plein air, rangement au carré des affaires, j'attache le bidon d'eau qu'un agent de la piscine a accepté de me remplir, et puis let's go back to the railroad. Il est environ 10h du matin, je prends la route en direction de Dijon avec une pause sur une aire d'autoroute, et remplir aussi le second bidon d'eau parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend dans les heures et jours à venir, hormis le fait que là tout de suite, je vais en ville tourner un épisode avec Dorian, et après quoi je dois pouvoir me laver, faire la vaisselle, boire, etc. Sachant que donc il fait un bon 35 degrés. Avant de te confier ce témoignage plein d'entrain, plutôt péchu et carrément drôle par moments, je vais préciser quelques détails qui ont leur importance dans l'appréhension du témoignage que tu t'apprêtes à écouter et qui vaut plus largement par endroit pour l'ensemble des témoignages réunis dans cette première saison. Pour ce 14e tournage, on se retrouve au parc de la Colombière à Dijon avec Dorian, il est midi. En plein été, il fait très chaud et il y a pas mal de stimulation sensorielle autour de nous. C'est une configuration qui demande beaucoup de ressources, qui peut fatiguer ou nuire à la concentration et d'autres choses par ricochet, en tout cas bien plus que si on tournait au calme dans un lieu dédié et avec du personnel pour gérer tout l'aspect technique par exemple. Alors franchement, j'ai pas spécialement l'impression que ça se ressente dans l'épisode, mais en même temps, je ne connais pas Dorian. Et en revanche, je peux te dire que quand on a terminé le tournage, on était l'une et l'autre plutôt heureuses, mais aussi complètement rincées. Par ailleurs, Dorian témoigne face cam, dans un lieu public fréquenté pour le coup, ce qui n'est pas forcément le cas des précédents épisodes que tu as pu découvrir. Là, il y a des gens qui passent autour de nous pendant le tournage, et aussi pendant que Dorian et moi, on aborde donc des sujets quand même plus ou moins sensibles. Alors, d'entrée de jeu, toutes les deux, on a un bon feeling, je crois. On se parlait plutôt naturellement, sans trop de chichi. On rigolait pas mal, notamment pendant les coupures. Et ça a donc probablement influencé sa façon de raconter et le fait qu'elle se soit plus ou moins lâchée par moments. C'est peut-être à ce niveau-là que le contexte est intéressant à connaître. Cet ensemble de facteurs influence grandement un tournage et ce qui est livré autant par l'interviewé que l'intervieweuse. Ici, Dorian a 25 ans et comme chaque personne qui témoigne, elle parle de sa propre existence à un moment donné, dans un certain contexte. Je le précise aussi parce que ça fait 15 mois qu'on a tourné cet épisode maintenant et forcément entre le jeune âge de Dorian à l'époque et le fait qu'elle soit active dans les milieux militants, elle a depuis très probablement évolué ou nourri en tout cas certaines réflexions qu'elle aborderait différemment aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste l'occasion de rappeler qu'une interview c'est une sorte de photographie à un moment donné, dans un contexte précis, influencée par plein de petits détails que j'aborde en partie seulement dans les intros, et évidemment influencée aussi par la vie de la personne à ce moment-là. À savoir qu'avant chaque sortie d'épisode, je recontacte la personne concernée, ne serait-ce que pour lui dire que ça va bientôt être publié et qu'elle puisse s'y préparer un petit peu, mais aussi pour peaufiner certains détails de l'intro ou plus largement concernant le montage de l'interview. Précision aussi, les interviewés découvrent leurs témoignages en même temps que toi lors de la diffusion en ligne. Lors des échanges avec Dorian autour de la publication, ça a été l'occasion d'évoquer certaines de ses craintes et notamment d'aborder les sujets autour de la légitimité et de ce qui touche à la perfection militante. La perfection militante, c'est pas genre le truc le plus épuisant et le plus destructeur de nos communautés quoi. C'est là, c'est partout, personne n'en veut mais tout le monde le cultive et je m'exclus pas dans le truc tu vois. Mais je me dis c'est un truc de fou quoi. La perfection militante, c'est un fucking poison. Faut arrêter avec ça. Alors c'est un sujet de préoccupation qui n'est vraiment pas propre qu'à Dorian et qui est extrêmement présent à travers les différentes personnes qui ont témoigné pour cette saison et d'une manière plus générale un sujet commun avec les personnes qui me contactent à propos de The Railroad ou à propos de leurs projets perso lesbiens et d'autres personnes avec qui je suis amenée à échanger plus largement. Ça se manifeste assez différemment chez chacun, chacune, mais c'est omniprésent. Je pourrais en parler pendant des heures et j'aurais envie d'en parler pendant des heures parce que ça fait partie de mes sujets de réflexion et de recherche et ce pourquoi j'ai pensé The Railroad de cette façon, mais peut-être que je peux résumer mon idée, en tout cas ce qui fait évidence pour moi.
Tout le monde est légitime quand il s'agit de témoigner à propos de son propre vécu et de sa propre expérience. Ça requiert aucun niveau de diplôme particulier, peu importe si t'es allé à l'école ou non, si tu vis dans la boue, bling bling, l'opulence, la galère, une tente, si t'as une famille ou pas, des papiers étrangers, pas de papiers, que tu parles un dialecte pure souche de Molière ou complètement autre, que tu sois cis, trans, intersexe, whatever, tout le monde, je crois, est légitime à raconter sa propre expérience. En ce qui concerne la perfection militante, c'est à mes yeux une catastrophe qui date pas d'hier, mais qui se durcit, je trouve, ces dernières années en termes de niveau d'exigence et qui est très encouragée, je crois, par l'état d'esprit qui règne sur les réseaux sociaux et par cette pseudo-obligation de se manifester instantanément, surtout en permanence. Ça met une presse de dingue, ça épuise beaucoup de gens, ça en fait taire beaucoup d'autres, ça étouffe de belles idées, je crois, ça limite nos luttes et nos acquis sociaux, du coup, et je trouve ça particulièrement triste et dommage. Alors bien sûr, parfois c'est indispensable de réagir pour apporter du soutien franc et massif, pour nourrir des luttes, mais je ne crois pas que ce soit indispensable de saboter quelqu'un qui fait un impair, particulièrement si c'est quelqu'un d'engagé et d'investi dans une communauté. Or, c'est quelque chose de quand même assez présent sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, je comprends la crainte de Dorian sur ce sujet, puisque je ne suis pas épargnée non plus par cette pression avec The Hell Road, sauf que pour le coup, j'ai quand même un bon 10 ans de plus qu'elle, j'ai 25 ans de militance dans les baskets, et globalement, je ne zone pas sur les réseaux sociaux, et que j'ai plus de communauté depuis 2020, ce qui à la fois évidemment est douloureux, mais qui m'épargne aussi et me protège de certaines choses. Pour terminer sur une note encourageante, pour celles qui voudraient créer du contenu lesbien particulièrement, ou plus largement issu de minorités, ou de zones rurales, ou depuis une situation plus isolée, sachez qu'avec The Hell Road, je n'ai jamais eu d'embrouille jusqu'ici, alors que j'ai probablement dit des choses discutables, au moins discutables, vu la quantité de publications que j'ai faites et le fait que je bosse seule. Jusqu'ici, c'est rassemblé autour de ce projet et des témoignages The Hell Road, une communauté de personnes particulièrement bienveillantes, dans le sens où je crois que 100% du temps, j'ai des commentaires ou des messages privés encourageants et sympathiques, et en tout cas que le dialogue est apaisé entre nous. Ce qui veut probablement dire aussi que celles à qui un ou des contenus ne plaisent pas ne viennent pas me pourrir la vie et changent juste de cap. Donc merci d'accepter qu'on ne peut pas faire l'unanimité et que parfois passer son chemin si quelque chose ne nous plaît pas totalement est aussi une façon de prendre soin de soi, des autres aussi. Et à chaque personne qui cultive le bon, merci de participer à créer ces espaces agréables, drôles et constructifs entre nous autour de The Hell Road. Un grand big up évidemment à Dorian pour l'enthousiasme, la patience, la compréhension, le courage, les réflexions, la sincérité et le temps dont tu nous fais part en livrant ton témoignage. J'espère que je t'ai pas trop saoulé, que t'es bien posé et prêt à écouter Dorian. Je te souhaite de prendre autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à la rencontrer et à monter cet épisode. Quant à nous, on se retrouve pour l'épisode 15. D'ici là, prends bien soin de toi et de nos communautés. Ciao! Salut, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Alors bonjour, moi je m'appelle Dorian, j'ai 25 ans, j'habite actuellement à Dijon. Je viens de OCR de base. Je suis arrivée à Dijon parce que je suis partie à la fac en infocom, donc je viens d'avoir ma licence là il y a un mois. Et à côté de ça, j'ai fait plein de jobs étudiants en tout genre et je suis artiste performeuse. Est-ce que tu peux essayer de faire un petit portrait du monde social en fait, dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, le contexte social, je viens d'une famille très nombreuse, donc j'ai 6 frères et sœurs. On vient d'un petit quartier d'Auxerre, d'une ZUP, donc voilà un petit, je dirais un milieu un peu, voilà, je dirais défavorisé, mais ça va, on a quand même bien vécu pendant ces petites années-là. Ma mère était femme de ménage, enfin elle l'est toujours, et mon père travaillait au Leclerc, voilà, donc pas très bourgeois, mais enfance heureuse quand même, quoi. J'ai été dans des collèges publics, dans des lycées publics, enfin tout ce qu'il y a de lambda, voilà, avant d'arriver à la fac de Dijon, après avoir eu mon bac L. Et toute ma famille sont restées là-bas et moi je suis ici. Voilà. Okay. Est-ce que tu peux un petit peu décrire l'enfant que tu étais et l'ado que tu étais, comment tu as vécu ces périodes-là? Ouh là là là. Ok, alors l'enfant que j'étais, comment dire, insupportable peut-être. Non, en vrai, quand on vient d'une famille nombreuse, il y a beaucoup de brouhaha.
en général autour, du coup il faut se faire entendre. Donc j'ai développé des capacités de bavardage assez intenses et je parle en général très fort aussi. Tu me diras d'ailleurs pour le micro. Et ouais, c'est ça. Donc c'était plein d'énergies différentes dans la maison. C'était souvent la teuf, quoi. Et mes parents ont dû bien galérer avec tous mes frères et sœurs et moi-même. Mais en même temps, je pense que ça développe du coup des personnalités assez fortes. On a tous des personnalités fortes dans ma fratrie. Parce qu'il faut se faire une place, quoi. Sinon on se fait bouffer, quoi. Les batailles pour la télécommande, les batailles pour le dernier bout de gâteau. Voilà, il faut s'imposer, quoi. Au niveau de l'enfant que j'étais, oui, on va dire que bizarrement, j'étais assez sociable, mais quand même assez distante. C'est-à-dire que de part, je pense que ça influence de toute façon l'enfance que tu as, l'éducation et le contexte dans lequel on vit. J'étais à la fois très sociable, donc passe-partout. Tous les groupes, au collège ça s'est toujours bien passé, au lycée pareil et tout. Mais en même temps, je n'étais vraiment proche de personne. C'est très paradoxal dit comme ça, mais je pouvais me sentir assez seule, mais en même temps très 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 entourée. Enfin, voilà. J'ai eu du mal à lier, même ne serait-ce qu'avec mes frères et sœurs, j'ai pu observer que les petites fratries où ils sont 2 ou 3, ils sont beaucoup plus proches et soudés que nous, vu qu'on est beaucoup, ça part un peu en steak partout. Voilà. Beaucoup d'histoires familiales, de ragots, de machins. Voilà. Comment tu situes tes premiers émois lesbiens ou les moments où tu as commencé à te questionner sur ton affection pour les femmes? Le moment où en gros je me suis rendu compte que j'avais une attirance pour les femmes, que j'étais lesbienne, ça s'est fait en plusieurs petites étapes, parce qu'il y a eu le déni au départ, un peu comme tout le monde. Je pense que je m'en suis rendu compte assez tôt, vers 6-7 ans, parce que je faisais des rêves un peu olé olé, mais qu'avec des femmes. Et souvent dans ces rêves c'était étrange parce que j'étais un garçon, parce que pour moi c'était pas possible. Tu peux pas être une femme et avoir ne serait-ce que un baiser avec une femme si t'es pas un garçon. Donc déjà, trouble de dysphorie dès 6-7 ans. Et je pense que vraiment le moment où je me suis dit « Ah ouais, peut-être qu'il y a un truc là, peut-être que je suis lesbienne », c'était… j'avais une dizaine d'années et j'étais très très fan de Buffy contre les vampires. Je ne sais pas si vous connaissez cette fabuleuse série. Et dans cette série, il y a un personnage qui s'appelle Willow. C'est une sorcière et elle a une histoire d'amour avec Tara. Et ils amènent ça dans la série vraiment subtilement en mode zoom zoom quoi. C'est des amis très proches, après il y a des ah mais ils se rendent compte qu'elles s'aiment. Et un jour j'étais devant ma télé et du coup il y avait le brouhaha familial derrière. Et là Willow embrasse Tara et ça m'a fait un truc, j'étais en mode ah j'étais pas bien. J'étais en mode et après j'étais pas bien. J'ai regardé tout autour de moi, j'étais en mode est-ce que mes frères et sœurs ont vu ça? Est-ce que mes parents, comme quand on regarde The L Word en cachette à 3h du mat. J'étais vraiment pas bien. Et cette scène, je m'en souviens très bien de cette série, ça m'a bouleversée. Et ça m'a bouleversée dans le sens où j'ai commencé à envisager le fait que je pouvais être une femme et un jour aimer une femme ou du moins être avec une femme. À 10 ans, moi j'étais pas bien à 10 ans, j'étais en mode c'est pas possible. Parce qu'en plus j'étais un petit peu rousse, j'étais déjà ronde, on me traitait déjà je crois de féministe à l'époque et je me suis dit si je suis lesbienne en plus on va cumuler quoi, ça va pas du tout. Par la suite bien sûr je l'ai dit à personne pendant des années quoi. Et c'est vraiment vers 14-15 ans, enfin je sais plus quel âge on a quand on arrive en 4e, que j'ai rencontré cette fameuse fille donc, qui est ma meilleure amie aujourd'hui. Et c'est la première fille pour qui vraiment j'ai développé des sentiments amoureux et je me suis dit ah ouais là c'est là, va falloir que tu acceptes le truc, tu le digères, que tu le caches ou que tu fasses quelque chose avec mais que tu l'acceptes du moins et que tu te dises c'est là quoi. Parce que c'était un peu, je viens d'un quartier du coup, quand j'étais au quartier j'ai absolument pas fait mon coming out là-bas, j'ai vraiment attendu de partir, c'était trop dans le milieu dans lequel j'étais. Dans l'école, même si j'étais plutôt bien, j'étais bien avec tout le monde, j'étais le petit clown et tout, et c'était impossible d'annoncer ça et de casser l'image que j'avais à ce moment-là, quoi. Okay. Dans le milieu familial, est-ce qu'il y avait déjà eu des propos homophobes ou au contraire, sur le fait sur l'homosexualité, voilà, est-ce que tu connaissais le terme lesbienne et est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu l'as entendu la première fois? Est-ce qu'il était connoté? Voilà. Pour le terme lesbienne et pour comment ça se passait avec ma famille, c'était que
Je pense qu'il y avait de l'homophobie, mais ordinaire. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu, du moins par ma mère, des paroles vraiment en mode ah les PD il faut les brûler ou ah les homos caca et tout. J'ai pas vraiment entendu de violence comme ça, mais il y avait ce truc de oh, tu sais pas quoi, Jean-Mi là de la rue d'à côté, apparemment il serait un peu moi j'étais un peu quoi, mais il serait un peu on joue pas dans la même équipe, nanana, il serait un peu Cupid quoi, genre Cupid, il disait beaucoup ça, okay. Cupid, je sais pas si tu connais. Et du coup ça c'était je dirais de l'homophobie ordinaire. Comme quand on se baladait, et, même moi, hein, avant de le savoir et même quand je voyais deux femmes passer main dans la main, j'étais en mode ah ok, c'est deux femmes qui se tiennent la main, donc moi j'avais pas le même point de vue vu que je m'en doutais, j'étais en mode oh, comment elles font pour s'assumer ou ah c'est beau. Après voilà, du coup pas d'homophobie très violente, mais une homophobie genre latente, enfin même je dirais presque pas méchante, qui est le résultat des schémas sociaux, de ce qu'on nous inculque et de la vie au quartier qui était pas non plus, enfin il y avait à la fois une très grande tolérance, c'est-à-dire qu'il y avait un melting pot évident, on avait tout, hein, que ça soit maghrébin, asiate, une grande communauté portugaise aussi et française bien entendu, enfin il y avait un peu de tout, mais il y avait des sujets qui restaient tabous et ça en faisait partie. Et je me souviens pas exactement le moment où j'ai entendu le mot lesbienne pour la première fois, mais je me souviens qu'il y a un personnage qui m'a marqué dans mon enfance, c'était la fille de la voisine. Elle s'appelait Elodie, d'ailleurs Elodie si un jour tu regardes cette vidéo, tu m'as sauvée. Et elle ne le savait pas, mais c'était mon mentor, parce qu'en fait il y a eu, donc elle habitait, c'était la voisine de ma grand-mère chez qui on était tout le temps. Et au quartier, tout ce c'est, dans les HLM, tout ce c'est. Et un jour, elle a fait son coming out et elle n'a pas fait son coming out en mode vas-y, je suis lesbienne. C'est en mode les vêtements, les muscles, la coupe de cheveux, quoi. Elle est bam, quoi. Au quartier, elle a fait son coming out. C'était la lesbienne du quartier. Et moi, je la voyais souvent en bas du coup de chez ma grand-mère et je détestais aller dehors. J'étais plus télé et tout, quoi. Ouais. Mais bizarrement, je me suis mis au foot. J'allais souvent jouer dehors, j'allais jouer au foot et tout. Et elle avait l'air tellement sûre d'elle, tellement bien. Et elle avait eu ses histoires avec ses meufs, voilà et tout. Et par la suite, quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé à sortir un peu en boîte. Et j'ai fait quelques sorties avec elle. Et sans le savoir, c'est un peu... Il n'y a jamais eu rien de romantique entre nous, mais c'était un peu genre la grande sœur que j'aurais toujours aimé d'avoir, rêvé d'avoir. Et c'est elle qui m'a un peu initiée au code. Et j'étais en mode, ah oui, quand je serai grande, je vais être comme Elodie. Bon, j'ai pas coupé mes cheveux avant un moment, ouais. Mais voilà. Et aujourd'hui, elle est militaire et tout, voilà. Et puis elle a un bébé avec sa femme et tout. Et c'est vraiment à travers elle que j'ai tout. Je me suis dit ah ouais, elle fait comme ça. Il faut que j'emprunte le même chemin ou il faut que je commence, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je fasse mon coming out et que je me coupe les cheveux? Tu sais, on se pose des questions bizarres. Et ouais, c'est pendant mon adolescence, c'est elle qui a vraiment marqué le truc. C'est elle qui m'a initiée, quoi, on va dire, sans le savoir. Elle n'a pas dit deviens lesbienne, c'est génial, même si je pense qu'elle m'avait cramé un petit peu, quoi. J'étais comme... Elle avait quelques années plus que moi. Quand je la voyais, elle me disait bonjour, j'étais en mode bonjour. Et voilà, grâce au foot et grâce à Elodie, j'ai découvert le monde un peu lesbien. On l'appelait Diams. Est-ce qu'en dehors de ta scolarité, école, collège, lycée, est-ce que tu avais des activités en dehors, sportives, culturelles ou autres? Alors moi j'ai toujours été à tendance un peu plus casanière et créative. Enfin, j'aimais beaucoup le dessin, j'écrivais beaucoup aussi. Tout ce qui est peinture, même pâte à modeler, j'ai construit des meubles en carton, des structures, voilà. Mais au bout d'un moment, ouais, je voulais, surtout, moins dans mon adolescence, mais surtout quand j'étais jeune, je voulais faire une activité extérieure, comme les copains-copines, quoi. Tout le monde avait un club ou quelque chose comme ça. À la base, je voulais faire de la danse dans l'eau, de la danse synchronisée. On m'a dit non. Et je voulais faire de l'équitation. On m'a dit non. En fait, dans ma famille, on n'avait le droit que de faire du foot. Du coup, je me suis inscrite dans un club de foot avec tous mes frères, quoi. Et ma petite sœur aussi a suivi, elle a fait du foot, sauf qu'elle, après, elle a eu le droit de faire de l'équitation. Je le souligne, maman, si tu vois cette vidéo. Et voilà, non, j'ai fait du foot pendant 1 an au Stade Auxerrois. Et j'ai fait un petit peu de judo, je crois, dans mon enfance, mais ça n'a pas duré longtemps. Et j'ai fait une journée de curling. Une journée, la majorette. Je sais pas si tu connais, mais je crois que c'était mon père qui était à l'initiative de ça. Il y avait une de mes cousines, je crois, qui faisait son truc avec le bâton là. Et j'ai été une journée, c'était l'enfer. L'enfer. Plus jamais j'y suis retournée. Et je crois même que pour ne jamais y retourner, j'avais planqué mon bâton.
qu'ils avaient acheté exprès pour le truc et je l'avais tellement bien planqué, je crois qu'on ne l'a plus jamais retrouvé et j'y suis jamais retournée. Et voilà, sinon mes activités favorites c'était les séries, le cinéma, genre vraiment pas juste le fait d'être affalée devant la télé ou autre, c'est vraiment, j'adorais, je faisais des fanfictions aussi, par exemple sur Harry Potter, j'adorais tous ces univers-là, c'est ce qui m'a conduit à l'audiovisuel aussi par la suite, je pense. Est-ce que tu as eu, au moment du coup où tu comprends en tout cas que tu es lesbienne, est-ce que tu as eu envie de trouver des références, que ce soit des personnes autour de toi ou que ce soit culturel, musique, etc. Est-ce que tu les as trouvées ou est-ce que tu es allé les chercher si tu en as eu besoin? Sur le coup, au fait, je vais dire oui et non et je vais expliquer pourquoi. C'est que à la fois oui parce que j'avais envie de découvrir, d'en apprendre plus. Mais ça arrivait beaucoup plus tard, vraiment à l'adolescence, où je me suis dit vraiment j'ai pas le choix. Je suis lesbienne, je peux pas changer, j'ai pas le choix. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches internet, mais bon, sur Google, quand on tape lesbienne, vous savez ce qu'on trouve. Mais j'ai commencé à taper par exemple film lesbien ou club de parole, des trucs comme ça, groupe. Et je suis tombée sur un site, je me souviens, alors il est assez vieux, ça s'appelle Univers L, je crois, où il y avait plein d'interviews, même d'actrices gays et de personnes LGBT en général, queer, de chanteuses, il y avait une médiathèque assez aussi fournie et tout. Mais ça c'est vraiment arrivé je dirais pendant le milieu d'adolescence, à la fin de l'adolescence, quand vraiment tu te dis j'ai pas le choix. Parce que avant, même si je pense que j'ai su que j'étais lesbienne vraiment vers 10-11 ans quoi, et ben il y a ce truc de c'est pas possible en fait. Donc t'es dans ta bulle, ok il y avait ma voisine, c'était ma ref, mais il y avait rien d'autre quoi. C'était elle qui était lesbienne et des fois j'étais en mode ah les lesbiennes c'est bizarre quand même. Et en mode ah j'aimerais bien être comme elle, mais non c'est juste la référence, tu vas pas faire de recherche internet, tu restes dans ta bulle en gros avec tes potes, avec tes copains, avec ta famille et tu t'évoques juste pas le sujet quoi. Genre jamais j'ai confié à l'un de mes frères et sœurs, pourtant il y a un de mes frères en particulier où j'étais quand même assez proche, jamais je lui ai confié que j'étais lesbienne. Et d'ailleurs j'ai très tardé parce que mon frère, lequel je suis très proche, est musulman, du coup ça a fait des petits moments. Mais ouais, genre c'était vraiment... Au fait je partais du principe que c'était tabou pour tout le monde autour, du coup c'était tabou pour moi aussi. De là à renier un peu ce que t'es et de te voiler un peu la face. Sauf que ça marche pas éternellement, voilà. Et ouais, du coup, Univers L, et c'est en rencontrant par la suite des autres lesbiennes. Et figurez-vous que j'ai une grande anecdote, c'est que quand j'étais jeune, j'avais une ref lesbienne par excellence, une artiste que j'adorais, qui s'appelait Lily the Black Rose, je sais pas si tu connais. Et aujourd'hui, c'est ma copine. J'ai passé toute mon adolescence à l'écouter, c'était très émo, genre guitare, les coupes émo, machin, histoire d'amour, dépressif, machin, très en mode ah mon cœur saigne. Et moi j'étais à fond. Et il y a 2 ans, sur Tinder, j'ai matché avec cette personne qui est à Dijon actuellement et qui tient sa boutique à Dijon et qui est aujourd'hui ma copine. Voilà. Tu as évoqué ton coming out, mais du coup, est-ce que tu peux repréciser en fait, est-ce que tu l'as fait du coup auprès de ta famille ou d'autres personnes, à quelle période c'était et si tu arrives à dire un petit peu combien de temps ça a duré en fait cette période de coming out? Ça a été très très compliqué. Je pense qu'il n'y a pas eu un coming out. Il y a eu plein de coming out et encore aujourd'hui il y en a encore. De toute façon, quand tu es lesbienne, à chaque fois que tu as un nouveau travail ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, on te pousse à le faire ou tu te sens obligé de le faire quoi. Mais concernant le coming out, comme on peut l'entendre, familial, amical, ça s'est fait en plusieurs parties. Mon tout premier coming out, oh mon Dieu, c'était en 4e, donc ma meilleure amie, et dont j'étais amoureuse. Donc je lui avais pas dit que j'étais amoureuse directement, mais on se parlait. C'était la première personne avec qui j'avais des conversations aussi passionnantes, un lien vraiment même intellectuel que je n'avais pas forcément dans ma famille. On parlait beaucoup de littérature, on parlait beaucoup de films, on parlait de tout. Et un jour, on s'est dit qu'on devait se confier le plus grand secret qu'on avait. Et je pense que c'était un piège, elle le savait et tout.
Et elle, donc c'était qu'elle était amoureuse de sa prof de maths. Et du coup, coming out, voilà. Moi j'étais plus simple, c'était en mode ouais, je suis gouine quoi, je suis lesbienne. On a fait oh là là, mais oh bah ça alors. Et au fait, voilà, ça c'était mon tout premier coming out et je l'avais écrit sur un bout de papier parce qu'on n'osait pas se le dire en face, bien qu'on parlait vraiment grave bien. Et on s'est écrit sur papier et on échangeait les papiers. Et ça, c'était le premier coming out. Donc c'était le plus simple, le plus doux, le plus drôle, le plus incroyable, un auto-coming out de Lesbos, donc ça passe. Par contre, pour ma famille, c'était surtout, bon, ma mère, je pense qu'elle l'a toujours su. J'ai jamais fait de coming out à ma mère, du coup, c'est toujours été, voilà. Genre, je pense qu'elle le savait depuis un moment. Et quand ma meilleure amie venait à la maison, c'était un mode, ah, elle est gentille Manon, ah nanana, tout. Manon, si tu regardes cette vidéo aussi. Et par contre, mon père, c'était compliqué parce qu'on a toujours eu des rapports très. Voilà, bon, je pense pas qu'il verra cette vidéo un jour du coup, mais il y a eu beaucoup de violence et beaucoup de problèmes relationnels. Et je pense que c'était mon coming out, j'ai très mal fait parce que c'était un moment pétage de câbles. Mon père me balançait des trucs pas très sympas dans la gueule. Et un jour, il m'a dit ouais, non mais arrête de bouffer, t'es grosse, t'es une sale grosse. Si tu continues comme ça, il n'y a jamais aucun mec qui voudra de toi. Et là, je me suis tournée. C'était un moment de mon adolescence, rebelle et tout, où je me suis dit c'est bon quoi. Ça faisait des moments où je ruminais, où je cherchais le bon moyen de le dire. Je crois que j'avais 15-16 ans et je me suis dit tu sais quoi papa, je m'en bats les steaks qu'aucun mec ne veut de moi parce que moi je veux une meuf quoi. Ah ouais, je suis une sale gouine, je lui ai dit comme ça, je suis une sale gouine quoi. Et là c'est parti vraiment en cacahuète et je me suis pris quelques patates et tout, ma mère s'est interposée, voilà, enfin, c'était assez... Mais aujourd'hui ça c'est plus ou moins réglé, enfin, mon père avait certains problèmes avec la violence qu'il a réglé de son côté, on ne s'est pas parlé depuis des années pour ça. Et aujourd'hui, voilà, il fait ses trucs dans son coin, je fais les trucs dans le mien. Il a déjà rencontré certaines de mes copines, les invité à manger, c'est bien passé. Mais sur le coup, ouais, les coming out, c'était très très violent. Et ensuite, le reste, c'était en fait, mon père, c'était vraiment le palier, la barrière. Parce qu'une fois que j'ai réussi à affronter son regard, à affronter sa violence, à affronter ce level-là d'homophobie, et ben tout a été super simple après. Le lendemain, j'étais, je sais plus si j'étais au collège ou au lycée, non, j'étais au lycée. Pas bien qu'au collège, grâce à ma meilleure amie avec déjà quelques personnes au courant. Bah tout était, en fait, je m'en foutais. À partir du moment où mon père était au courant, je me suis dit, je m'en cache plus quoi. Donc évidemment, le téléphone familial, on va dire, que ce soit dans ma famille ou même un peu au quartier. Enfin, à cette époque-là, on n'était plus trop au quartier, on était plus, on avait une maison à Saint-Georges, c'était un petit village un peu plus, voilà. Et ben, je m'en foutais quoi. Genre, ma tante, elle était au courant le lendemain. Ah, tu sais pas quoi, c'est. Ah, mais j'en étais sûre, de toute façon, j'en étais sûre. Ça se voyait un peu. Hein. Et je suis contente parce que j'ai été la première lesbienne de la famille. Et du coup, ça a ouvert la voie. Ma petite sœur est lesbienne, du coup, ça s'est passé nickel. Et ma cousine, du coup, la fille de ma tante, pareil. Ils étaient vaccinés, c'est bon, ils étaient en mode, ah, c'est bon, 1, 2, 3, ça passe. Et du coup, voilà. Et à partir du moment où le papa s'était passé, bah, dans la sphère, bon, je ne disais pas non plus hey, salut, je suis lesbienne à tout le monde, mais au travail, au lycée, dans toutes les zones, les parties de ma vie, ça ne me gênait pas de dire ah ouais, je suis gay. Ah, t'étais pas au courant? Bah ouais, je suis gay. Ouais. Tiens, c'est ma copine, ou voilà. C'était chill. J'ai eu la période arc-en-ciel partout quand même. Les boucles d'oreilles arc-en-ciel, les bracelets arc-en-ciel, je dois l'avouer, même si je ne suis pas fière. Est-ce que dans ta période que tu décris, genre arc-en-ciel, rainbow à fond, est-ce que tu as eu envie par exemple d'aller à une Pride et est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à une Pride et pareil, si tu peux en parler, ce que ça t'a fait, ce que tu as ressenti? Alors sur le coup, je viens d'une petite ville qui s'appelle Auxerre, donc si tu connais Agia Auxerre, Guiroux et tout le bazar. Il n'y avait pas de Pride là-bas, donc au départ, au début de ma sexualité assumée, je vais dire, je n'y suis pas allée. Mais c'est vrai que la période Rainbow Flag, au bout d'un moment, tu as envie de rencontrer des gens comme toi. Du coup, vu que c'est pas forcément écrit sur ton visage, à l'époque, j'avais pas non plus ce look-là, j'avais pas de piercing, j'avais les cheveux longs, voilà, j'étais
Enfin, j'étais à la fois garçon manqué, mais quand même garçon manqué qui pourrait passer genre comme une hétéro garçon manqué dans son jeune âge, qui vit son petit truc de garçon manqué quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau Rimbaud, il y a un moment, ça a duré quelques mois, où tu as envie d'aller à la rencontre du coup des gens comme ça, et tu essayes d'envoyer des signaux quoi. Et du coup, les signaux, c'est quoi? C'est par le petit bracelet arc-en-ciel ou par. Je me souviens, j'avais sur mon classeur au lycée des images de Tattoo, le groupe de musique russe. All the things she said, tu connais? Et c'était la ref, je savais que c'était la ref, que le peu de lesbiennes que je connaissais Tattoo parce qu'elles avaient fait scandale à l'époque en s'embrassant dans un de leurs clips et elles étaient quand même grave connues. Et donc plein de petits signaux dispersés comme ça, de petites miettes pour dire hey, oh, je suis une lesbienne célibataire en quête d'amour et de rencontres. Des petites boucles d'oreilles et tout, voilà. Et ça a marché quelquefois. Mais bon, comme j'ai dit, je suis sortie qu'avec des hétéros, donc au final, ça n'a pas été très utile. Et au niveau des prides, il y a eu, du coup, à Auxerre, à un moment, mais ça arrive un peu plus tard, je crois que j'avais déjà, j'avais 18-19 ans, il y a eu une pride. Et ça s'est pas très bien passé, j'ai d'ailleurs été en procès pour ça. La première, il y avait une quarantaine de personnes à tout péter, quoi. Et c'était même pas un défilé, il y avait un rassemblement vers la mairie où l'association qui s'appelait Trait d'Union à l'époque faisait un petit discours, une petite prise de parole sur les droits LGBT. On parlait beaucoup du mariage gay aussi à l'époque. Je crois que c'était carrément dans cette période-là. Et pendant cette prise de parole, il y a un conseiller municipal FN qui est sorti et qui a crié les PD au bûcher et qui a poussé la personne qui parlait et qui est tombée des petites marches de la mairie. Et moi à l'époque, rebelle, je venais de m'assumer, arc-en-ciel, il dit, il y en a un qui monte la marche, il aura affaire à moi. Et moi, en tant que, au début de ma carrière de lesbienne et de militante, je monte sur la marche et je fais « On a l'autorisation de la préfecture !» Et là, je me prends un coup de latte. Le mec, il avait genre 40 ans, quoi. Genre, c'était un daron. Enfin, c'était un papa. Et je me suis pris un coup de pied dans la tête. Et je suis à moitié tombée, je me suis relevée et j'ai commencé à lui agripper la cravate. Et c'est la police qui nous a séparés. Et pour une fois, alors enregistrez bien ce que je dis, parce que pour une fois, je vais dire des choses positives sur la police. La police a été très sympa, c'était vraiment un soutien, parce qu'ils m'ont porté, ils m'ont écarté. Et ils m'ont dit est-ce que tu es mineur, est-ce que tu es mineur? J'ai fait quoi? J'ai fait oui, à l'époque j'étais mineure. Ils m'ont fait ok, tu vas aller avec nous, on va prendre des photos, on va porter plainte, il n'a pas le droit de faire ça, nanana. Mais je sais pas d'où ils sortaient ces policiers, genre vraiment, est-ce que c'était des acteurs ou ça se passe comment? Et suite à ça, il y a eu un procès et tout. Monsieur a fait appel, s'est monté à Paris, etc. Donc il a été poursuivi pour les violences physiques sur ma personne et sur la personne qui l'avait poussé, avec le soutien de l'association Trait d'Union qui nous a dégoté un avocat spécialisé dans la défense des droits LGBT. Ça, c'était ma première Pride, donc ça m'avait un peu refroidi, parce que mine de rien, j'essayais de porter mes ovaires, quoi, des drames, mais quand je suis ressortie quelques temps après, même dans la rue avec ma copine de l'époque, et c'était tout de suite plus inquiétant, quoi. Je me dis ok, c'est la ville dans laquelle je suis née, c'est ma ville, c'est Auxerre, j'ai passé jusque-là les 17 ans de ma vie dedans, et il y a des gens comme ça. Je crois que c'était vraiment la première fois où j'ai été confrontée à l'homophobie vraiment violente, et que ce soit dans une Pride en plus, j'ai trouvé ça, voilà. Ça m'a pas empêché de refaire des prides après, mais pas à Auxerre. Quand je vois les manifs d'extrême droite à Auxerre, il y a 20 000 fois plus de personnes là que les manifs même pas de gauche, les manifs éco, les manifs comme ça. Et c'est vraiment en arrivant à Dijon où je me suis ouverte sur le monde queer et sur ce que je fais artistiquement, à la communauté, etc. que je me suis mis à faire les prides. Et cette année, j'ai fait la Pride de Lyon. Si j'étais pas malade, à la Pride radicale de Paris. Je sais pas si tu en as entendu parler, il y a eu la Pride dite normale, j'aime pas ce mot, mais voilà, et la Pride radicale. Tout mon collectif y sont allés d'ailleurs. Et j'y retournerai volontiers parce que je trouve que c'est important. Et quelle ambiance au Pride! D'ailleurs, il faut plus dire gay Pride, mes amis, il faut dire Pride. Parce qu'il n'y a pas que des gays à la Pride, il y a tout le monde. Voilà. Votez pour moi. Est-ce que tu peux préciser du coup le jugement qui te concernait, du coup, ce qui s'est passé et quel a été le verdict?
Il a essayé de démentir, il a dit non c'est pas vrai, je n'ai pas fait ça, je l'ai même pas touché. Parce que déjà c'était en face de la mairie. L'endroit le plus filmé d'Auxerre, je crois que c'est la mairie. Il y avait des images, il y avait des policiers qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé du coup. Ils n'ont pas témoigné, mais ils étaient là quoi. Il y avait une trentaine de personnes, il y avait tout. Toutes les preuves nécessaires, notamment une image de moi où je suis comme ça, avec son pied là, pour asseoir la vérité quoi. Et il a quand même fait appel. Et du coup c'est monté à Paris, donc là je suis pas allée à Paris parce qu'à l'époque voilà, j'étais jeune et tout, j'y suis pas allée. Mais j'ai eu le retour du coup de l'avocat et de l'asso. Il a eu, déjà j'ai eu des dommages et intérêts, je crois que c'était 1000 et quelques euros, dommages physiques, j'avais un bleu à la mâchoire mais ça va. Mais c'était surtout psychologique où on m'avait interrogé à la barre à Auxerre. On m'avait demandé est-ce que ça a changé des choses sur toi. Je lui ai dit écoutez, au départ je fais non c'est bon ça va, ça m'a juste énervé. Et après en y repensant je lui ai dit bon ok, maintenant j'y réfléchis à 2 fois avant de donner la main à ma copine dehors. Et ils ont fait ah quand même ça est-ce que ça te le faisait ça avant, est-ce que tu réfléchissais? J'étais en mode non en fait pas du tout, je m'en foutais. Et du coup là il y a eu mon avocat, il a parlé de ces cas psychologiques, même si j'étais pas non plus traumatisée, quoi. Il y a eu un peu d'intérêt. Et le meilleur, c'est qu'il a eu, je crois que c'est 5 ans d'inéligibilité, je crois que ça s'appelle. C'est dur à dire ce mot. Et je crois qu'il avait des projets pourquoi pas se présenter aux élections, voilà, à Auxerre. Et du coup, je lui ai flingué sa carrière et ça, j'en suis très fière, parce que des gens comme ça, j'en veux pas dans la municipalité, dans la politique. Déjà, il y en a trop. Et après ce scandale, je crois qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui, donc je pense qu'il est rentré chez lui et il ne fait plus trop de politique ou il n'est plus trop à la mairie. Donc ça c'est bien, c'est bien. Tu as évoqué le mariage pour tous. Est-ce que du coup pareil, tu peux parler un petit peu de cette période, de comment tu l'as vécu, ce que tu as ressenti? Est-ce que c'est une période dans le bon ou dans le mauvais qui a eu des effets sur toi? Et est-ce que c'est cette période, parce que tu t'es dite militante à un moment donné, il me semble dans tes propos, est-ce que c'est cette période qui a fait que tu es devenue militante? C'était vraiment un sujet, ça a fait un peu l'effet d'une bombe dans mon monde, parce que du coup à cette époque, je connaissais du coup aussi plusieurs personnes queer et on en parlait entre nous. Et on était à la fois très très heureuses et très très heurtées, parce que d'un côté on mettait le sujet sur le tapis, on se dit waouh, ça y est, ça va peut-être bouger, les gens s'intéressent à nos droits. Il y a des choses qui vont bouger, peut-être que moi par exemple, même à l'époque je voulais pas me marier, je compte pas me marier un jour, mais je voulais avoir le choix quoi. Je voulais pouvoir me dire si j'ai envie de me marier, j'ai le droit quoi. Et à cette époque, du coup, on a été heurtés aussi parce que vu qu'il y a eu une avancée pour nos droits et on mettait ça sur le tapis, il y a eu une montée aussi de haine et de violence parce que évidemment, quand tu mets le sujet sur le tapis, que ce soit dans les repas familiaux ou dans la sphère scolaire, dans la sphère du travail ou même dehors ou en soirée, en conversation avec des inconnus, et tu vois, pas la vraie nature des gens, mais tu vois à quel point ça pose problème pour certains, pour par exemple des hétéros même pas concernés par le sujet finalement, à quel point ça pose problème de se dire que 2 femmes peuvent se marier et 2 mecs ça peut se marier quoi. Pour eux ça les heurtait vraiment, genre mais c'est pas possible, ça leur faisait, t'avais l'impression que tu leur faisais du mal. Juste ta présence, ton envie d'être heureuse et de te marier un jour, ça leur faisait du mal quoi. Et on a vu avec des copines, on a eu vraiment du mal à comprendre ça et à l'heure actuelle je comprends toujours pas en fait. Et je sais qu'il y a des pistes, schémas sociaux, trucs on n'est pas habitué à ça, là, un peu plus maintenant mais à l'époque voilà. Mais du coup en fait il y a eu une montée bénéfique et une montée d'extrémistes et de haine qui étaient en fait les deux en même temps. Et du coup c'était une période qui était vraiment tendax en tant que personne queer, LGBT ou lesbienne, gay, trans, etc. quoi. Et il y a plein de fois je me souviens où je pense qu'on a été mal à l'aise, où on était, des fois même on essayait d'éviter le sujet parce que moi je me souviens dans ma famille, il y avait des phrases qui paraissent banales mais qui étaient en mode non mais c'est bon, vous voulez vous marier maintenant, vous avez le Pacs, c'est pas assez, pourquoi vous voulez faire comme nous, nanana. Mais non, c'est juste avoir le droit, justement, puis l'égalité, quoi, l'équité, l'égalité, tout. Ouais, mais vous avez, non, mais le Pacs, toi tu veux te paxer, bah non, pourquoi faire, je suis pas gay. Bah ouais, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Les hétéros peuvent se paxer, et je connais des hétéros qui sont paxés, quoi. Et du coup, voilà, ça crée beaucoup de débats. J'ai du mal encore aujourd'hui à me dire militante parce qu'on a tendance à étiqueter en mode oh, elle est militante, elle est machin. Alors que j'ai l'impression qu'on ne devient pas militant, peut-être qu'on devient un peu plus, mais que c'est des valeurs que tu as. Enfin, moi perso, c'est des valeurs que j'ai, je pense, dès le départ. Enfin, je suis née plus ou moins comme ça.
Par exemple, quand je faisais la blague tout à l'heure, ouais, à 10 ans, on me traitait déjà de féministe. Bah, c'est vrai, quoi. Genre, j'étais toujours en train d'interroger en mode, ouais, et pourquoi, notamment quand je faisais du foot. Ah, t'es une fille, tu fais du foot? Bah ouais, pourquoi je pourrais pas faire du foot? Parce que je commence à avoir des boobs, c'est ça? Parce que je suis une femme? Ouais, enfin, ça a toujours été comme ça. Et après, c'est vrai que ça s'est accentué. Parce que quand tu es du coup dans une minorité, quand tu es queer ou même je pense que quand tu es une personne racisée et que tu te rends compte du racisme envers ta personne ou tu te rends compte de l'homophobie et que tu te rends compte de plein de choses, tu ne peux que essayer de lutter contre ça et d'asseoir tes valeurs pour espérer un monde un peu meilleur. Ça fait un peu utopique de dire ça, mais moi je sais que je pourrais jamais m'en empêcher, quoi. Genre je peux pas, genre c'est pour ça que des fois on me dit que je suis une grande gueule ou oh pas ce soir tu vas casser l'ambiance, mais cassons l'ambiance mes amis, cassons l'ambiance, tu as dit quelque chose de problématique, on va casser l'ambiance. D'ailleurs dans ma bio Tinder j'avais mis casseuse d'ambiance, ça a bien marché. Du coup là tu te définis pas militante? Bah c'est compliqué, bah si je pense que au final je me définis militante quand même. Je pense être militante, je peux pas le nier, mais j'aime pas des fois l'énergie que ça envoie. Parce que ça direct, genre par exemple, quand je me présente en tant que, par exemple, à un moment chargée de com, artiste, performeuse, militante, les gens ils vont enlever tout ce qui est art et perf, ils vont enlever aussi le com, ils vont dire c'est une militante, je ne suis pas que ça. Et il n'y a pas de case militante, je veux dire, il y a des meufs qui sont très militantes sans le savoir. Mère de famille qui était militante, c'est pas aller gueuler en manif, quoi. C'est juste, je pense que le plus beau militantisme, c'est intervenir au bon endroit, au bon moment. Par exemple, si tu passes tous tes samedis en manif éco ou manif féministe, et que tu assises par exemple à une scène dans le tram d'un mec qui harcèle une meuf sans réagir, et ben je trouve que c'est pas bien. Enfin, là, je demande pas d'aller au combat, parce qu'il y a la peur aussi, elle est là, mais d'essayer ou de se dire tu vois, d'essayer des superfuges, tu vois, ah ma copine ou machin, ou tu vois, de juste essayer de briser ce truc. Là, moi je trouve que c'est du militantisme. Reprendre un mec sur un terme, un mec ou une meuf, peu importe, parce que les meufs peuvent être aussi misogynes que les mecs, hein, ça voilà. Reprendre un terme, que ce soit, peu importe la manière, que ce soit de manière frontale, en mode t'as pas le droit de dire ça, ou de manière écoute, je trouve que c'est pas très correct ce que tu dis, peut-être que tu devrais envisager ça pour moi c'est du militantisme. Et le faire au quotidien, ça vaut plus que d'aller gueuler 2 heures en manif le samedi, même si je le fais aussi tout le temps. Voilà. Pareil pour l'éco, tu peux pas te dire militante, écologiste si tu vas en manif et que 2 secondes après tu fumes ta clope et tu jettes ton mégot par terre ou que tu tries pas tes déchets. Enfin, à un moment il faut rester cohérent, quoi. Enfin, ça va peut-être faire un peu extrémiste ce que je dis, mais voilà, quoi. Est-ce que tu penses que c'est indispensable de mettre des formes de militantisme en face à face, quoi? Est-ce que c'est vraiment utile de les comparer? Ou est-ce que ça serait pas toutes ces zones-là, en fait, de façon de militer, que ce soit la daronne à la maison, comme tu dis, ou que ce soit dans un cercle privé ou public, ou que ce soit dans les manifs, est-ce que c'est pas ça qui fait la puissance du militantisme en général, quoi? On est partout. Ils sont partout. Genre, en vrai, il y a un mot très important, que ce soit dans les différentes formes de militantisme, sphère privée, publique, manif, etc. et dans les choix de bataille, que ce soit éco, homophobie, racisme, etc. Le mot qui nous caractérise avec notre collectif, c'est convergence. Convergence des luttes, convergence des combats, c'est en mode on va pas y arriver s'il n'y a pas ce mot convergence. Pour moi, le mot convergence, c'est la clé. Et que ce soit la daronne, mère de famille, la jeune punk, ou le SDF, ou l'électricien, ou même les classes bourgeoises, même si eux, ils sont un peu dans un autre monde. Pour les convaincre, c'est compliqué, parce que quand tu as des privilèges, c'est difficile. Mais le mot convergence, je pense que c'est la clé, c'est comme ça qu'on bougera. Et il faudrait vraiment être plus solidaire, je dirais même sororité, même adelphité, parce qu'on a aussi de bons alliés chez les hommes, faut pas l'oublier, même si des fois ils ouvrent un peu trop leur bouche. Mais voilà, on y travaille. Mais vraiment le mot convergence et adelphité, il est vraiment très important. Et je pense que ça va être la clé par la suite. Et c'est pour ça que ça avance, je pense, autant en 2021. Ok, il reste encore plein de taf à faire, mais je pense qu'on est pas mal comparé à ce que je peux me souvenir de mon adolescence. De comment c'était par exemple au lycée. Moi le mot non-binaire je ne connaissais pas
Là, j'ai travaillé dans un lycée pendant un an. Non-binarité, les gamins ils disent ah ouais, ils t'expliquent pourquoi, même s'ils sont contre ou pour, ils t'expliquent, ils connaissent quoi. Donc ça a fait son chemin. Et il y a plein de trucs comme ça qui font leur chemin et je pense que c'est sous le sigle, sous ce mot convergence que ça se fera. J'aimerais te demander si le terme de communauté est un terme qui te parle. Si oui, est-ce que tu te ressens d'une ou de plusieurs communautés? Alors le terme communauté, ouais. Alors je vais être un peu en mode toupie dans ce que je vais dire parce que c'est une question que j'ai pas encore réglée moi-même. À la fois, je trouve que le terme communauté c'est important parce qu'on éprouve, on a une certaine sérénité, une certaine bienveillance de la part des gens qui nous ressemblent et un certain soutien. Moi, je ne serais jamais aussi assumée, aussi confiante de ce que je peux l'être, en tout cas, si j'avais pas eu ma communauté. Et ils m'ont fait beaucoup avancer. Et vraiment, genre, on a besoin d'une communauté, c'est un peu comme une famille, parce que sinon on s'en sort pas et on se sent vite seul au monde, quoi. Et d'un autre côté, je trouve que le terme communauté, c'est un peu un piège. Parce que c'est comme un peu partout. Moi, je trouve que le mélange, c'est bien. Le melting pot, que ce soit pour les ethnies différentes, pour les orientations sexuelles différentes, pour les genres différents, pour les religions différentes. Je trouve qu'on a beaucoup à s'enrichir de l'autre et encore plus de la personne qui est différente. Et du coup, communauté, c'est bien. Mais quand ça devient un peu trop sectaire, je trouve ça pas forcément, enfin en tout cas enrichissant. Et je pense que s'il y a autant de tabous, d'a priori, de préjugés, c'est parce qu'on est dans une société où il y a tendance à avoir beaucoup de communautés. Que ce soit, je sais pas, par exemple, je parlais du quartier, il y avait une forte communauté portugaise et tous les Portugais du quartier ils se connaissaient, tu vois, et ils savaient qui était avec qui, les enfants de qui et tout. Et c'était vraiment, voilà quoi. Et mon beau-père est portugais, du coup j'ai appris à les connaître, tu vois, et tout. Mais c'était vraiment très, un peu, comment on peut dire, sectarisé. La sectorisation, je sais pas si ça se dit ou si c'est une connotation négative. Voilà. Et ça c'est pareil, et encore plus chez les lesbiennes ou chez les gays et tout. En général, moi j'ai une petite anecdote que je dis, enfin j'aime bien, je dis que la lesbienne vit en meute. Quand tu arrives dans une nouvelle ville et que tu rencontres et que tu sympathises avec une lesbienne, c'est tranquille, tu vas en rencontrer plein. Genre tu vas en rencontrer, tu t'en trouves une et la fourmilière elle est jamais très loin. Et ça, moi j'adore dire ça et j'adore quand c'est comme ça parce que ça fait des contacts, etc. Mais du coup, communauté c'est vraiment cool et on en a besoin. Moi j'éprouve énormément de soutien et je suis très contente de ma communauté, même si on a tendance à se tirer dans les pattes aussi, hein. L'homophobie elle est aussi dans notre communauté, mais pas que. Il faut rester ouvert, il faut rester... moi j'ai autant d'amis hétéros, autant d'amis queer quoi. Genre, et je me dis pas je vais traîner qu'avec des lesbiennes ou qu'avec des PD parce que voilà, ou je vais traîner qu'avec des hétéros parce que je rejette ma communauté. Non. Du coup je connais beaucoup plus de LGBT que la moyenne parce que voilà, mais je reste quand même, je fais attention, faut rester. En plus on a tendance à s'enfermer dans sa bulle et niveau militantisme ça c'est piège. Parce que des fois, il y a plein de fois où quand je suis arrivée à Dijon, j'avais tendance à être vraiment qu'avec la communauté et je me disais waouh le monde est beau, ça y est ça avance, genre limite c'est réglé. Wouhou, on a les droits et tout, on est bien, on vit dans un monde utopique et dès que tu retombes dans un endroit où c'est pas ta communauté, et je le vois à travers mes spectacles que j'ai pu faire avec les différents publics, et ben tu te rends compte que waouh, genre c'est pas du tout le même délire quoi. Il y a des endroits où c'est pas gagné, c'est pas acquis et c'est comme les réseaux. On partage du contenu féministe, on est dans notre bulle et on se dit ah ça va, je vois pas trop de trucs d'extrême droite ou je vois pas trop le racisme sur les réseaux ça existe pas trop ou il y en a moins et tout. Et au final non, c'est juste que t'es dans ta bulle et que tu te protèges de l'extérieur. À l'intérieur en t'entourant de ta communauté, mais à l'extérieur la merde elle est toujours là quoi. Et d'ailleurs avec notre collectif, du coup on fait attention à ne pas perf que dans des endroits queer, friendly et tout. On va au contact des gens, on va dans la ville, on va dans des bars tout type, on va partout parce qu'on veut être visible, on veut être là où le combat est. C'est facile de faire un débat sur le féministe entre féministes. Mais va faire un débat féministe avec des mecs au bar au PMU, c'est moins facile. Voilà. Donc communauté c'est bien. Mais trop de communauté tue la communauté, je pense. Alors tu as eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises les termes d'art, de performance et de collectif. Oui. Est-ce que ça serait pas le moment de nous en dire un peu plus sur ce pan-là de ta vie? Alors du coup, à Dijon, il y a un collectif qui s'appelle Gangrène.
Donc gang Rennes, c'est pareil, comme un gang de Rennes. Et on a un collectif militants engagés, mais qui milite par la fête. Donc on est artistes performeurs militants. Et on utilise les festivités, l'art et la performance comme outil de militantisme. Notamment à travers un outil très important, qu'on utilise beaucoup, c'est le drag. Donc drag queen, drag king et drag queer. On fait de la danse, on fait de la comédie, on peut faire des interventions en milieu scolaire, on fait des hackings de musées, on fait des groupes de parole en mixité choisie, on fait un peu tout sur la non-binarité, sur un peu tout en fait, on essaye de varier les différents médiums en fait. Du coup ça va de la performance de danse à la performance de street performance à mes derniers spectacles. Moi j'ai fait un one woman show qui s'appelle Féministite aiguë. Ça parle d'une maladie que j'ai attrapée, la féministite aiguë. Ce collectif-là, il y a un peu de tout. Du coup, on va avoir des étudiants des beaux-arts, des personnes non scolarisées, des salariés. On a des personnes non-binaires. On a des personnes bisexuelles, on a des personnes gays, on a des personnes transgenres, on a des personnes hétéros, on a tout. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour Gangrène. On a une page Instagram. Et bon, avec le Covid, là, on a un peu perdu pied. Enfin, il n'y avait plus assez de dates, il n'y avait plus rien et tout. Mais on revient avec plein d'idées. Et le but, de Gangrène, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, pas aller que dans les endroits gay-friendly, LGBT-friendly, etc. C'est d'aller au contact, d'aller dans les sphères publiques, d'aller dans les musées, dans les bars, etc. et se montrer, se présenter, se performer et d'acquérir de la visibilité pour normaliser le fait d'être les drag queens par exemple. Les drag queens, et des fois ça coince. Parce que c'est remettre en jeu la masculinité, l'image qu'on se fait d'un homme, d'un vrai homme viril. Un mec qui se traballe en talons maquillé comme Lady Gaga, oui, ça pose des questions. Et nous, on aime que les gens se posent des questions par rapport à ça, remettre en cause les identités de genre, faire bouger un peu les choses, interroger. Et que ce soit de manière que ce soit négatif ou positif, il y a des gens qui vont faire des compliments, ils vont se dire « Ah, c'est trop bien » et il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est quoi ce bordel ? Ah, caca » genre, voilà. Et voilà. Aller au contact, c'est ça, Gangrène. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de relationner avec un homme depuis que tu es lesbienne ? Ou avant d'ailleurs ? Comme on dit dans le jargon, je suis une étoile d'or, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je l'ai plus ou moins envisagé, j'étais célibataire, j'avais envie de profiter et tout. Et ça fait cliché, mais se faire un mec c'est beaucoup plus facile de pécho un mec. Même en tant que lesbienne, j'ai eu beaucoup plus de mecs qui m'ont dragué que de meufs. Le contact se fait beaucoup plus facilement parce que la société apprend que le mec il drague la meuf et que c'est un peu servi sur un plateau quoi. Même avec ma tronche de cake, ça passe. Et il y a le mec dont je parlais juste avant. C'était une soirée où j'étais en boîte et je me suis dit pourquoi pas parce que j'étais d'humeur, j'étais d'humeur à vouloir des petits câlins, d'humeur à vouloir me taper quelqu'un quoi en gros. Et il y a eu ce mec en plus il était bi, c'est ça ce qui est drôle, c'est que je me suis dit ouais, le mec il est bi, peut-être que je sais pas, il va avoir une part féminine ou peut-être que ça va me plaire et tout. Et on a flirté un petit peu, j'étais à la fois à l'aise mais pas non plus, c'était pas naturel quoi, genre c'était en mode ok on y va, on voit ce qui se passe. Et vraiment on s'est roulé une première galoche, on va dire, on s'est embrassé. Et c'était pas, j'éprouve pas du dégoût pour les hommes, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas non plus, j'ai rien ressenti quoi. Que ça soit sentimentalement ou purement physique, sexuellement, l'adrénaline ou le plaisir, voilà. Et je me suis dit ouais, peut-être que c'est juste parce qu'on vient de se rencontrer, peut-être que si on papote un peu plus, voilà, y a moyen quoi. Et au fait non, j'ai passé la soirée à l'embrasser, il m'a fait un lavage buccal. Après j'avais les dents blanches, c'est ça qui était bien. Le mec il s'est mis en mode essorage dans ma bouche, ça venait peut-être de lui. Et non, j'ai pas voulu aller plus loin. Et sur le coup il a très bien compris, il était un peu en mode tu m'embrasses et tout, mais il n'a pas été désagréable non plus, voilà. On est repartis chacun de notre côté. Et à d'autres soirées, ça m'est arrivé d'embrasser aussi des hommes, genre des copains, même des copains PD, des fois on se fait des... Ah voilà. Et, mais à part lui, alors je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment embrassé des mecs en mode
en mode flirt et tout, non, je crois pas. Genre, je suis tellement... Enfin, je crois que je suis vraiment une salguine, genre vraiment. Genre, je vais pas dire que j'ai jamais éprouvé d'attirance physique pour des hommes, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais je me demande si c'était pas plus en mode... Ah, j'aimerais trop lui ressembler, ou si j'étais un homme, je voudrais être comme ça. Ou j'ai envie de le toucher, j'ai envie de le tripoter. Je pense que c'était plus en mode, ah ouais, si j'étais un homme, il est quand même bien foutu. Ou genre juste la beauté du corps sans genrer... tellement, parce que par exemple il y a des personnes non binaires que je trouve magnifiques, et peu importe qu'elles soient non binaires assignées femme à la naissance ou assignées homme, genre je sais que j'ai beaucoup d'attirance pour ce qui est féminin. Un corps dit féminin avec ses rondeurs ou les mimiques, ce qu'on peut entendre de la féminité. C'est pour ça aussi que je ne suis pas sortie beaucoup avec de femmes dites masculines, de ce qu'on peut entendre de la masculinité, quoi. Je dirais que je sais pas, en fait lesbienne, je suis féminophile, je sais pas comment dire, féminiphile. Genre, et c'est pour ça du coup que j'ai craqué sur des hommes qui avaient des côtés assez féminins. Et quand je dis féminin, c'est même pas les attributs physiques comme cheveux longs ou du make-up, non, c'est vraiment l'attitude. C'est une posture ou une manière de s'exprimer ou une manière, je sais pas, de communiquer, etc. Et ouais, les rares mecs que j'ai embrassés, que ce soit en soirée, enfin ça a toujours été en soirée, j'ai jamais embrassé un mec comme ça en date ou genre dans le cadre du, je sais pas, de sorties autres. J'ai jamais après éprouvé d'attirance vraiment sexuelle au point de passer à l'acte, quoi. Donc non. Féminophile, j'ai des conneries quand même, féminophile. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu aimerais revenir, que tu as eu l'occasion d'évoquer pendant l'interview et sur laquelle tu aimerais revenir éventuellement? Bah, j'aimerais revenir sur le côté militantisme alors. Genre vraiment, je sais pas qui regardera cette vidéo, je pense que c'est quand même principalement des gens de notre communauté. Mais il y a un point important, c'est même pas j'y reviens, c'est j'y vais. C'est vraiment, j'observe et de plus en plus malheureusement même des dispersions et des choses vraiment pas sapin au sein même de notre communauté. Et nous, on en parle beaucoup, notamment dans notre collectif, parce que on est dedans, notamment à travers la pratique du drag. Genre, faut savoir que dans le monde du drag, il y a une homophobie latente et il y a une transphobie vraiment latente. Et ça, j'aimerais revenir dessus parce que je trouve ça tellement dommage. Parce qu'on se bat au quotidien contre les HSBC, les hommes cis, voilà, la société patriarcale, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a un travail à faire chez nous aussi, dans notre communauté. Par exemple, nous, Gangrène, on met un point d'honneur à... on a eu des petits soucis dans notre collectif. Le drag, pour nous, c'est un outil de militantisme. Par exemple, pour certaines drag queens, le drag, c'est que pour un mec gay qui fait du drag. Genre, c'est que pour les mecs gays, alors qu'un mec hétéro peut faire du drag. Genre, une femme, moi, je fais du drag king, je fais du drag queer et je fais du drag queen, en gros. Parce que la définition du drag, c'est pas un mec gay qui va se mettre en meuf, c'est exacerber les traits féminins, comme le drag king, c'est exacerber les traits masculins. Et drag queer, c'est un peu mélanger, créer une confusion drag queer entre les genres, quoi. Et ça, au sein de la communauté, ça me rend trop triste. Vraiment, j'entends des choses, des fois, qui me désolent. J'ai entendu dans ma propre communauté, ouais, toi t'es trans, du coup les drags c'est plus facile pour toi vu que t'étais une meuf avant, c'est pas juste, parce qu'il y a des concours de drague en fait. Il y a des concours dans des bars, il y a des milieux, des fois c'est très compétitif. J'en ai marre d'entendre ça en fait. Et c'est un truc qui revient, je dirais pas souvent non plus, mais en tout cas plus moi je vais dans ce monde-là, plus j'observe des choses un peu problématiques comme ça. Et je pense que ça fait un peu utopique et discours de babos, du bobo gauchias et tout. Mais vraiment, il faudrait qu'on travaille, pas seulement aller à l'affrontement avec les autres, et qu'on travaille aussi au sein de notre communauté, qu'on se remette en question de nous-mêmes. Parce que même moi, là, ça se trouve, durant cette interview, j'ai probablement dit des trucs que je dirais pas dans 5 ans, parce que j'aurais pas le même niveau de déconstruction. Mais il faut y aller, quoi. Il faut tout le temps tout remettre en question, et jamais rester bloqué sur des trucs, et qu'il y ait plus de sororité, d'adelphité. Et je pense que vraiment, ça peut être fructueux, parce que plus on sera unis, et plus on sera cohérents et ouverts les uns avec les autres, plus on enverra un message plus fort à ceux qui restent bloqués, à cette société patriarcale, et à ceux qui sont vraiment problématiques, quoi. Genre voilà, ça fait un peu discours, je sais, utopiste, mais ça je voulais un peu le préciser. Genre, aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas du tout abordé pendant cette interview et que tu aimerais évoquer avant de terminer? Peut-être revenir sur un truc qui me aussi porte à cœur, qui me tient à cœur, porte à cœur ça veut rien dire, c'est les jeunes.
on a tendance à... Parce que moi, du coup, j'ai travaillé dans des collèges en tant qu'assistante d'éducation pionne, quoi, en gros, et dans un lycée là récemment. Et je trouve qu'il y a un truc qui se passe dans cette génération des jeunes, et il y a un truc vraiment intéressant, ok, qui peut parfois être maladroit. Et moi je fréquente énormément dans le milieu associatif, dans le milieu militant, il y a un peu toutes les tranches d'âge, et il y a différentes formes de militantisme, et je trouve que des fois on a tendance à un peu dire aux jeunes, mais vraiment les jeunes, même à 18-20 ans, genre fermez votre gueule, de l'agisme en gros, vraiment l'agisme, genre ouais vous avez rien vécu, vous connaissez rien, on leur prend un peu la parole, je trouve, on les boycotte un peu, enfin on leur met la muselière un peu en mode ouais non mais vous êtes fugués et tout, alors que vraiment pour avoir travaillé dans un lycée, j'ai entendu des choses mais tellement intéressantes sur la non-binarité par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, sur même l'identité de genre, sur le fait d'être queer, le fait d'être LGBT, sur l'homosexualité, surtout en général, même pour aller plus loin sur le racisme, sur l'écologie, je trouve qu'il y a une petite prise de conscience. Et ça, pas que parce que j'étais dans un lycée un peu huppé, un peu bourgeois, où il y a un bon pourcentage de réussite. Et le cliché pourrait dire que c'est que là-dedans, mais non. J'ai travaillé aussi au collège des Lantières, qui a dit un collège un peu de quartier où il y a des jeunes un peu difficiles, parce qu'ils utilisent ce mot-là tout le temps, ça me saoule. Mais vraiment, c'est pas amené de la même manière. Mais il y a quand même une réelle réflexion et une réelle ouverture. Et je pense que vraiment, on devrait plus écouter les jeunes. Genre, plus leur laisser... peut-être des espaces, même si on a tous été jeunes, même moi, enfin j'ai 25 ans, je parle comme une vieille, tu vois, mais je suis au milieu, on va dire, entre la vingtaine et les personnes qui vont être un peu plus âgées, mais il y a des réflexions trop intéressantes, et je trouve des fois on leur dit ta gueule, quoi, t'es jeune, tu connais rien de la vie, et ça c'est dommage, parce qu'il y a vraiment... moi vraiment, quand j'avais même 16 ans, j'avais pas les mêmes réflexions que certains jeunes que j'ai pu rencontrer. Il y a des fois en plus c'est tellement genre naturel. C'est tellement dans l'air de leur temps, ils veulent vraiment changer les choses. Et je pense qu'on devrait leur laisser plus d'espace ou plus de temps de parole, tout comme aussi on doit garder le temps de parole pour les personnes un peu plus âgées, parce qu'elles ont un truc en plus, du coup elles ont l'expérience de terrain ou l'expérience autre. Et tout simplement, je pense pas qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre, mais c'est quand même les jeunes qu'on a tendance plus à mettre de côté. Et quand je parlais de communauté d'ailleurs, d'être plus soudés et tout, c'est pas forcément hétéro, gay, machin, c'est aussi au niveau des générations. Genre, je pense que les jeunes ont autant à apprendre des vieux et que les vieux ont autant à apprendre des jeunes, et que quand il va y avoir vraiment du coup convergence aussi entre tout ça, entre les luttes, entre les générations, entre les différents médiums, enfin les différents combats, là il y aura vraiment une impulsion, je pense qu'il va être forte quoi, ah, j'ai trop hâte. C'est la meuf. Faut que j'arrête. C'est trop. Je suis trop dans le truc là. Est-ce que tu aurais des références à partager, que ce soit queer, lesbienne ou dans le drag? Est-ce que tu as des références culturelles, artistiques vite fait là, voilà, que tu auras envie de partager avec d'autres? Alors, des références qui pourraient être sympas, abonnez-vous à Gangrel, parce que je pense qu'on est une référence sympathique. Non, en vrai, on s'amuse bien avec nous si vous voulez venir faire la fête. Et ouais, il y a des personnages vraiment intéressants. Je sais pas si tu connais Habibitch. Genre voilà, elle est, je la trouve incroyable. Il y a plein de gens qui disent que c'est une extrémiste, nanana et tout. Peut-être qu'elle a des parts extrêmes, comme un peu tout le monde. Mais je trouve que son travail, il est intéressant parce que il y a une petite convergence des luttes à travers elle, une grosse même convergence, parce que elle se considère du coup comme queer. De quoi elle va être, je crois qu'elle est lesbienne si je me trompe pas. En tout cas, elle milite contre l'homophobie. Elle est féministe à donf. Et en plus, je crois qu'elle est algérienne aussi. Et du coup, il y a tout un militantisme très même rafraîchissant et très d'actualité, parce qu'aujourd'hui il y a toutes je sais même pas combien il y a d'ethnies même différentes, ou genre en France et tout, et le militantisme féministe, c'est pas que dans les classes blanches bourgeoises ou même dans les classes moyennes bourgeoises machin blanche, c'est partout. Cette convergence des luttes, je la trouve super intéressante, et je la suis sur Insta, et ses posts ils sont vraiment très j'allais dire constructifs, mais non, du coup déconstructifs, enfin voilà les deux. Et c'est vraiment pas mal. Et moi je suis beaucoup sur Instagram, un peu moins sur Facebook et Twitter, parce que Twitter ça me fait grave flipper, il y a trop plein de trucs qui se passent là-bas. Il y a Andolorix aussi sur Instagram. Alors elle,
Elle est incroyable. C'est quelqu'un qui s'investit vraiment beaucoup et elle subit des vagues d'harcèlement, des vagues de critiques. C'est l'ennemi à abattre pour tous les HSBC, les incels, les gros misos, quoi. Et elle travaille sur un dictionnaire par exemple inclusif, sur des définitions, l'orientation sexuelle, sur le genre, sur le racisme, etc., sur la déconstruction de manière générale. Et je trouve ça très très intéressant. Iseult, je la trouve pas mal. Vraiment, en plus, elle, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir du poids. D'ailleurs, je crois que Habibi a fait sa première partie où il y a eu un truc comme ça, elles étaient ensemble, enfin, tout c'est plus ou moins lié. Et Iseult, c'est bien parce qu'elle, elle a les cartes. Elle est très connue en France. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle fasse. Elle fait déjà énormément de choses. Et que ce soit contre la grossophobie, par exemple, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais les combats, il y en a partout. Enfin, genre les discriminations, il y en a partout. Et d'ailleurs, Andolorix aussi parle beaucoup de la grossophobie. Et ça, c'est des sujets aussi qui méritent d'être soulevés. Et les personnes que j'aurais du coup à conseiller, enfin, mes rêves, c'est pas une personne qui est juste féministe, qui est juste ça, c'est vraiment des personnes qui mélangent tout et qui sont construites et déconstruites sur plein de sujets, parce que l'un ne va pas sans l'autre en vrai. C'est comme, t'as l'émergence de certains mots comme l'écoféminisme, alors qu'avant on n'en parlait jamais. J'ai fait un dossier à la fac sur ça, du coup voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu. Et du coup, bon après c'est que des femmes. Est-ce que j'ai des hommes en rêve? Et pour être un peu plus la parité et tout, les rares personnes, les rares hommes que j'ai écoutés qui ont commencé à me plaire, ils sont partis en cacahuète à un moment. Si, il y a un artiste que j'adore, c'est un chanteur musicien, il s'appelle Christine. Genre, alors, comment le qualifier? Ce serait un mélange de Marilyn Manson et d'une drag queen, même si Marilyn Manson il fait polémique, là je parle juste physiquement. Genre, t'as l'impression que c'est Marilyn Manson qui fait du drag et en fait il fait des musiques, il fait des sons sur YouTube. Il est pas très connu mais c'est une belle ref dans le monde queer. Et il est vraiment, il interroge, il est très trash, très provocateur, mais il interroge vraiment beaucoup dans ses clips et dans ses chansons. Ça va couper. Dernier ref, Huguette. Abonnez-vous à Huguette. C'est une chanteuse, j'adore. Pour terminer, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu témoignes, comment tu as eu connaissance du projet? Déjà pour le nom, parce que The L World c'était trop cool, ça m'a rappelé des bons souvenirs d'adolescence. Et non, en fait, comment je t'ai connue, comment j'ai vu ta page, c'était une de mes amies drag, je crois, du coup, qui avait mis une story en mode oui, c'est un super projet, elle cherche du monde, je pense que tu as beaucoup de partage des gens de tes stories. Et j'ai checké ta page. Et j'ai regardé un peu le projet, comment tu exprimais ça, comment tu le présentais et tout. Et j'ai regardé aussi ta chaîne YouTube. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un truc simple, sans artifice, tu vois. Genre, t'avais pas un montage en mode en France, les lesbiennes, machin, truc. Et le peu d'interviews que j'ai vues, celle de Kim, je crois, j'ai beaucoup aimé aussi. Et ben, j'ai trouvé que justement, c'était pas les mêmes questions à chaque fois, chacun amené à l'endroit qu'il voulait amener, et chacune, pardon. Et genre, j'ai trouvé ça super intéressant. Et genre, du peu que j'ai vu sur la chaîne YouTube, je me suis dit, ouais, c'est grave cool. Et la caméra m'adore. En plus, je me suis dit, pourquoi? Non, en plus, moi, j'aime bien, je suis friande de projets comme ça. Et je pense que c'est à travers d'ailleurs des projets comme ça, d'ailleurs, bravo, qu'on peut faire avancer les choses. Et j'espère que tu réussiras à vendre tes trucs et que ça soit genre vu par un maximum de gens, dont des hétéros, donc des mères, des familles et tout. Parce que je pense que on manque de visibilité, même encore plus les lesbiennes que les gays et puis tous les autres en gros. Et que ça peut apporter de la visibilité à la communauté queer tout simplement. Et bravo, il faut plus de gens comme toi. Je suis émue. Bon ben merci beaucoup du coup pour ton témoignage. Ouais, merci. Et merci aussi pour ce que tu dis qui est encourageant. Et n'oubliez pas, convergence. Interview, en tout cas c'était trop cool et dans un spot. Trop hâte de voir le résultat. Et t'as oublié de dire la participation de petit hérisson, le fait super sympa. Ciao.